j'ai vu Avatar premier du nom, j'avais 9 ans. Et ce film est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu à Paris pour faire du cinéma. Je n'avais jamais été aussi émerveillé devant une œuvre. Je n'avais jamais eu autant l'impression de pouvoir toucher l'imaginaire, de lâcher à ce point prise. Et il s'est passé 13 ans maintenant. Depuis, j'ai affiné ma cinéphilie et développé un esprit critique. Mon regard s'est également beaucoup plus politisé et ancré dans un contexte social. Alors, j'étais anxieux avant de voir Avatar 2. J'avais peur de ne plus pouvoir me replonger dans ce même émerveillement, comme si j'avais perdu une forme de naïveté. Je me suis demandé alors, est-ce que vouloir tout voir et tout comprendre ne m'aurait pas enlevé de la magie, finalement, comme un magicien qui dévoile son tour et en perd alors tout intérêt. Donc, à vous, je vous pose la question. Selon vous, et à travers votre histoire, est-ce qu'un film peut encore nous émerveiller ? J'aimerais bien que vous me donniez un petit peu votre définition de ce sentiment, si vous voyez un petit peu ce que c'est que s'émerveiller. Je crois que Nina, tu avais quelque chose d'assez perso à nous dire à ce niveau-là. Alors, au niveau de qu'est-ce que c'est que de s'émerveiller devant un film, il y a plusieurs définitions possibles. Bon, la définition que j'ai trouvée en tapant émerveillement en définition sur Google, c'est sentiment d'admiration mêlé de surprise. Ouais. Donc c'est à la fois un film qui provoque, je pense, une émotion qu'on n'a pas forcément contrôlée, qu'on n'a pas forcément vu venir. Ça peut être le rire, ça peut être les larmes, ça peut être tout simplement l'admiration et être ébahi devant une image. Ça peut être beaucoup de choses et tout simplement une sensibilité, je pense, devant un film. Il y a beaucoup de films qui peuvent nous provoquer cette sensation-là, et pas forcément des films aussi beaux que Avatar, mais des films tout simplement qui nous émeuvent, comme Les Bonnes Étoiles de Koreeda. Quel genre de film te donne ce mood-là ? Déjà, premièrement, j'ai pas ressenti plus d'émerveillement forcément devant Les Bonnes Étoiles. C'est vraiment deux films très différents et ce serait compliqué de les comparer. Mais moi, des films qui peuvent m'émerveiller, c'est compliqué. Il y en a beaucoup en fait, mais pour des raisons toutes très différentes, c'est hyper vaste. Si tu devais choper le premier souvenir, c'est compliqué. Un truc vraiment légende. C'était le tout premier film que j'ai vu au cinéma et je devais vraiment avoir genre 3 ans. C'est La Prophétie des Grenouilles, ouais. qui est un film qui m'a émerveillé, qui m'a aussi terrorisé. Cette tortue de l'enfer. Exactement, c'est un film magnifique, c'est un film d'animation pour enfants que j'ai vu avec mes parents. Vraiment, je devais avoir 3 ans quoi, et je m'en rappelle encore, alors que c'est un âge où les souvenirs sont quand même vachement flous, mais ce film-là, je m'en rappelle très très bien. Et c'est peut-être un de mes premiers sentiments d'émerveillement. Mais plus récemment, il y a un film qui m'a émerveillé au cinéma, et un peu pour les mêmes raisons qu'Avatar, parce que ça m'a un peu reconnecté avec une version enfant de moi. Et c'est un film d'animation de Michel Oslo qui s'appelle Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Ah ouais, Michel Oslo, incroyable auteur. Incroyable. Michel Oslo qui est un des réalisateurs de mon enfance, un réalisateur que j'admire énormément. J'ai dû voir Kirikou et Azur Asmar une cinquantaine de fois, c'est incroyable. Et j'avais attendu vraiment ce film-là de Michel Oslo toute l'année. Enfin, dès qu'on a eu l'annonce, j'étais là. Dès qu'il sort, j'y vais quoi. Dès qu'il sort, on y va. Et je n'ai pas été déçue parce que c'est un film vraiment somme qui résume l'œuvre de Michel Oslo à plein d'égards. Ça résume ses débuts sur quand il faisait de l'animation en papier découpé, de l'animation en silhouette, de l'animation en 2D puis en 3D. C'est incroyable. Donc j'ai reconnecté vraiment avec mon enfance finalement. C'est marrant quand même que ce soit un film de Michel Oslo qui donne ce sentiment d'émerveillement, alors que quand même il a une technique d'animation qui est très sobre. Déjà on avait vu ça aussi dans d'autres anciens de ses films avec Prince et Princesse, où c'est littéralement des ombres chinoises. Ouais. Et là où il y a une technique d'animation plus proche d'Azur Asmar, j'avais l'impression. Et où c'est vraiment de la 3D qui se voit, c'est très sobre. Et pourtant ça peut plus t'envoûter, plus te faire lâcher prise qu'un but 4K, 3D, HD. Complètement. Je suis pas forcément très cliente d'ailleurs des films style Marvel et Avatar et de cette espèce de grandeur des effets spéciaux, mais Michel Oslo, ce qui me parle, c'est notamment l'animation que je trouve très douce et effectivement très sobre, mais aussi la magie des contes qui, pour le coup, encore une fois, me reconnecte avec une espèce de simplicité que j'avais vis-à-vis du cinéma étant plus jeune et vis-à-vis des contes aussi que ma maman me lisait le soir avant de me coucher. Enfin, un truc très candide, très naïf. Et c'est une partie de moi que je retrouve devant ce genre de films qui ont un lien avec des films que j'ai vus vraiment jeunes et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir une importance, des effets spéciaux très impressionnants pour m'émerveiller justement.
Donc on remarque bien que pour arriver à cet émerveillement-là, il n'est pas vraiment question d'un grandiose, pas vraiment question de faire quelque chose qui sort totalement de l'option de réel, de dépasser des limites. Vraiment, ça peut être aussi juste de la poésie, Exactement. de la beauté. En tout vraiment. cas, pour moi, ouais. J'imagine que le merveilleux peut peut-être passer par là pour quelqu'un d'autre. Pour toi, Olivier, c'est quoi être émerveillé? Qu'est-ce qui t'émerveille? Alors, à part moi. J'ai remarqué. C'est tout. Je sais. C'est tout. Merci. J'ai remarqué que je pense que on va revenir là-dessus beaucoup, mais j'ai déjà remarqué, on parle énormément de l'enfance. Et avant l'âge de la raison, j'ai lu que l'enfant n'arrive pas à distinguer quand il ou elle regarde un film, la différence entre le film et la réalité. Et il y a quelque chose dans le merveilleux où on ressort totalement du monde réel. On est complètement emporté. Même le genre merveilleux, le genre en distinction avec le fantastique, c'est qu'on est complètement dans quelque chose de différent. Le fantastique étant, on est dans la réalité, mais il y a des choses qui n'existent pas. Ça va être Game of Thrones par exemple. Le merveilleux, on est complètement dans un autre univers. Et il y a quelque chose là-dedans. Alors, lorsqu'on est en salle et on regarde quelque chose, il y a une très très belle, un beau mot qui vient de Grèce, qui est égrégore. Mm-hmm. Et en gros, ça décrit, l'idée c'est quasiment occulte, c'est que lorsqu'il y a une sorte de syndrome de Stendhal, une sorte d'émotion incroyable, mais quand on est en groupe, il y a une sorte d'entité qui se crée, ainsi l'égrégore. Et ça, je pense que ça m'a rappelé énormément ce côté du merveilleux. De sorte de truc de ne pas pouvoir distinguer la réalité de la fiction. Et juste pour terminer, c'est la jeunesse du cinéma, c'est l'émerveillement. C'est lorsqu'on regardait Dernier train pour la gare de Ciotat, ouais, où on n'a pas pu distinguer la réalité de la fiction. Et tout le cinéma... Les gens qui regardaient, ils ont eu peur, ils pensaient que... Exact, ouais. Et en fait, c'est marrant parce que le train arrivait sur eux et qu'on s'est flippé. Yes. Yeah. Et tout le cinéma, je pense, essaye de revenir là-dessus. Sur créer quelque chose comme ça, où le spectateur est émerveillé et rentre tellement dans le film qu'il n'arrive pas à distinguer la réalité de la fiction. Tu penses qu'aujourd'hui, c'est ça le but, et que ce que je cherche à aller encore plus loin dans le cinéma, c'est justement revenir à la réalité? Dans ce cas, ce qui est un petit peu l'inverse de ce qui peut être avec Nina, où vraiment là, tu es plus dans le point de vue de Cameron, où tu essaies de dire le but finalement ultime serait d'aller dans ce que fait Cameron, l'hyper-réalisme, mais dans le merveilleux, dans le fantastique, et vraiment nous faire confondre des images fabriquées et des images réelles. Et aujourd'hui, on est quand même totalement là-dedans. Yes. Mais ça peut être quelque chose qui est parfaitement réaliste et, on va dire, non merveilleux en termes de genre. Par exemple, juste un train qui rentre dans une gare. À l'époque, c'était ça. Aujourd'hui, un train pour regarder à Ciotat, ça n'émerveille plus. Exactly. Mais je ne pense pas nécessairement que ça peut être qu'il faut avoir des effets spéciaux incroyables pour émerveiller non plus. Mais tu penses que d'ailleurs... Aujourd'hui, on arrive à un moment quand même où les effets spéciaux ont pris la place sur absolument tout. Là, récemment, on a eu par exemple l'intelligence artificielle DALL-E ou d'autres qui ont justement, on arrive à créer des images générées par ordinateur, par intelligence artificielle en quelques clics. Tout le monde a accès à ça instantanément, avec une infinité de variations gratuitement. Avec les effets spéciaux qui se démocratisent de plus en plus, il sort bien une quinzaine, peut-être beaucoup plus, je pense, de films avec des gros effets spéciaux par an. On est tout le temps aujourd'hui face à des images fantastiques, merveilleuses, des images qu'on ne devrait pas voir, qu'on a ouvert cette boîte de Pandora. Est-ce que c'est lié? Absolument. Et justement, et puis c'est totalement lié d'ailleurs, je tiens à le répéter, c'est très... Voilà. Mais justement, est-ce que justement on n'aurait pas ouvert cette boîte de Pandore au sens où maintenant qu'on est soumis à toutes ces images-là, est-ce qu'il y a encore des images qui peuvent avoir un effet sur nous? Je pense que absolument. Mais en fait, il y a, je pense, deux sortes d'émerveillement. Il y a celle qui est purement, je ne sais pas si c'est le terme parfait, mais je vais l'utiliser. C'est un émerveillement qui est hédoniste et l'autre qui est transcendantal. Et les deux sont très liés, dans la mesure où si on va regarder des effets spéciaux de dingue, au début, c'est comme une drogue. Lorsque ça devient redondant, il y a un moment où lorsqu'on arrive à tout faire avec les effets spéciaux, bon,
là, on est à un stade où qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec les effets spéciaux? Pas On grand-chose. peut plus être impressionné. Je veux dire, je peux voir, moi j'ouvre mon téléphone, là je vais sur n'importe quel site et je peux voir très bien une bande-annonce, la bande-annonce de je sais pas quoi, du prochain Indiana Jones, tout ça, où je suis confronté à des images incroyables, démentielles. Ouais. Nous sommes à l'apogée de la technologie. Et je suis, et voilà, et on est à l'apogée. Et là on arrive avec Cameron, pour revenir un peu à Avatar, qui lui vient et dit non, on peut faire encore mieux, on peut encore aller plus loin. Et dis-moi toi Axel, tu penses qu'on peut encore aller plus loin? Est-ce que tu peux encore être émerveillé avec des images comme ça où tu es abreuvé d'images dans tous les sens et que Cameron dit non, moi je vais encore faire des images encore mieux qu'on voit maintenant? Est-ce que tu penses que dans le futur, dans l'avenir, ce qui nous arrive là, c'est ça l'émerveillement? C'est d'aller encore plus loin, de faire encore une plus belle image? Suis-je à même de pouvoir répondre à une question pas du tout, mais complexe. personnel. Mais est-ce que tu Non, penses que qu'est-ce que tu en penses? En fait, si je devais parler personnellement, en fait, je me retrouverais beaucoup dans ce qu'a dit Olivier précédemment, parce que ça joue beaucoup sur l'enfance, là où il y a une certaine naïveté et où on peut croire un peu tout ce qu'on est en train de voir et tout. Ça a été le cas, comme beaucoup de jeunes enfants qui vont au cinéma très tôt, enfin dans mon cas. Et moi, personnellement, je pense que j'ai une chance là-dessus, c'est que j'arrive à garder, on va dire, comment dire, quand quelque chose me plaît, je ne me freine pas, on va dire. J'arrive à toujours être très content quand il y a des choses et tout, mais aussi à l'inverse aussi, quand ça m'énerve, je le montre, on va dire. Et on va dire, pas cette sensibilité, mais cet attrait à ne pas trop cacher quand j'aime beaucoup les choses, me facilite un peu la chose pour ce qui est d'être émerveillé entre guillemets encore de nos jours. Mais alors c'est quelque chose d'assez personnel et en plus même moi je ne saurais pas, j'ai pas le seuil en moi qui me dit à ce moment-là je suis émerveillé, tu vois. J'ai pas ce truc la jauge elle a dépassé le petit trait d'émerveillement et là je suis émerveillé, tu vois. C'est quoi pour toi? Qu'est-ce que tu ressens quand c'est ça émerveillé? Comment tu pourrais décrire ce sentiment? Je sais pas, je pourrais être émerveillé quand je joue par exemple en ce moment à Red Dead Redemption 2, tu vois. Okay, bah, c'est non mais c'est un peu une ouverture, tu vois, où on revient à l'immersion, au niveau de détail complètement fou et la sensation de vraiment vivre quelque chose. Et en ce sens, on peut encore être émerveillé. Je ne sais pas pourquoi Olivier me regarde en se tapant une barre. Mais dis-moi. C'est pour te déstabiliser. Ouais. Céline, toi, comment tu vis ce moment justement d'émerveillement? Pour toi, à quoi ça correspond? Qu'est-ce qui te le provoque? Alors, moi déjà, je pense que j'ai beaucoup de chance parce que je m'émerveille facilement. Et j'ai gardé vraiment, même si... moi, du coup, je suis en études de cinéma. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, même si tu étudies le cinéma et que peut-être tu vas le travailler, ne perds pas le regard d'enfant qui t'a donné envie d'en faire, en fait, tout simplement. Et j'ai pas besoin d'être complètement plongée dans l'histoire, de croire à ce qui se passe ou d'être immergée par l'image, mais j'ai juste besoin que l'histoire qu'on me raconte me fasse rêver, ou même si elle est complètement réaliste, en fait, ça fasse ressortir certaines émotions, certaines choses que par exemple dans la vie de tous les jours on ne va pas les rencontrer. Je sais pas, je m'égare là dans ce que je vais dire, mais par exemple quand j'étais petite, je crois qu'un des premiers films qui m'a émerveillée, c'était Harry Potter. Et je savais qu'il n'y avait pas d'école des sorciers, mais je me plaisais à me dire peut-être que ça existe, tout en sachant que ça n'existait pas, mais ça me faisait plaisir. En fait, c'est comme un jeu. Et quand je regarde un film, c'est comme si j'acceptais d'être dans le jeu ou d'être face à un spectacle et de me dire, tu sais que ce n'est pas vrai, mais le moment où tu vas le regarder, tu vas te laisser aller c'est ça, c'est un spectacle en fait. Moi, par exemple, depuis que je suis plus âgée, ce qui m'émerveille, c'est les comédies musicales. Parce que c'est cette alliance de musique, d'images, de danse et d'émotions. Trouver ton client, je crois. Moi, c'est un débat là-dessus. Et pour moi, pour revenir à ta question, on n'a pas besoin d'images, d'aller plus loin dans l'image. On a juste besoin de continuer à écrire des histoires. Pour moi, c'est vraiment écrire des histoires qui, par exemple, moi, James Cameron, ce qu'il a écrit, c'est incroyable. Et je pense que même si l'image avait été moins belle, le simple fait de sa manière de raconter la nature et notre rapport à elle, c'est ça qui m'émerveille dans son film, en fait. Et donc, pour moi, oui, on peut totalement encore émerveiller et sans forcément se déployer des moyens énormes et
Donc l'émerveillement pour toi, c'est de comment tu racontes l'histoire, comment tu vas nous amener cette histoire-là, comment tu vas arriver à nous faire croire que ce que tu racontes est réel. Et ça rejoint un petit peu une question que j'aimerais quand même aussi vous poser, et que moi je me pose beaucoup, je vous avoue, en général, et ça revient un petit peu à ce que je disais plus tôt, c'est que j'avais eu l'impression, en grandissant, en faisant une école de cinéma, d'avoir troqué une forme de naïveté contre un esprit critique, un esprit, voilà, je ne le dis plus. Est-ce que vous avez ce sentiment-là d'avoir perdu, ou de ne pas arriver à revenir à quelque chose? Tu vas dire, Saline? Ouais, justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Je vais peut-être partir un peu loin dans la question philosophique, mais est-ce que c'est pas nous-mêmes qui nous empêchons d'être émerveillés? Parce que tu vois, quand on était petit, on n'allait pas voir un film en disant je vais pas l'aimer parce que son scénario il tient pas debout. Non, on y allait, on voulait aimer le moment qu'on allait passer, et surtout on voulait apprendre à connaître cet univers. Maintenant, on va voir un film en ayant déjà un a priori et en s'interdisant peut-être d'aimer un film que les autres pourraient considérer comme mal fait ou complètement nul. En fait, c'est la dimension d'objectivité. Oui. Qui est venu un petit peu dans l'esprit critique, de se dire tiens, à un moment il faut qu'on ait un avis là-dessus, et bien objectivement, en comparaison, il n'est pas très bon, alors qu'on peut très bien être complètement fasciné par ça. Car on a un esprit critique, lorsqu'on regarde un film qui est véritablement un chef-d'œuvre, on est encore plus émerveillé. Moi, j'arrive à être émerveillée exactement de la même manière que quand j'étais petite, sur des films que j'ai vus quand j'étais petite. Récemment, d'ailleurs, j'ai une petite pensée pour Céline, parce que j'ai revu Les Demoiselles de Rochefort, qui est un film que j'ai vu des dizaines de fois quand j'étais petite, qui est un film, en fait, avec du recul que j'ai pas envie de prendre, qui est vachement niais, tu vois, mais qui est génial, qui est magnifique, qui est super bien joué, avec des acteurs et des actrices incroyables. Enfin, Françoise d'Orléac, qui est décédée pas très longtemps après le film, est magnifique, et en fait, à chaque moment, tu te dis que... Bon, je divague un peu, enfin je pars sur autre chose, mais tu te dis qu'elle aurait une carrière exceptionnelle si elle n'était pas décédée. Et j'ai eu cette même naïveté et cette même candeur, encore une fois, que quand je l'ai vue petite, à genre 8 ans, 7 ans, tu vois. Et ça me fait ça pour les films que j'ai vus petite, et des fois j'ai besoin de revenir à ça, parce que je regarde à la fois des films que j'ai envie d'analyser en profondeur. Je regardais du Bergman et me dire ok, j'ai essayé de comprendre ce qui se passe dans sa tête philosophiquement, essayer de voir qu'est-ce que ça apporte d'un point de vue global hors du film. Et des fois je me dis ok, j'ai juste envie de revenir à un truc extrêmement simple, et comme tu disais tout à l'heure, Céline, un truc qui était là avant que tu aies des connaissances sur le cinéma, et je trouve ça important. Même quand tu n'as pas forcément de connaissances, je pense que quand tu grandis, tout ce que tu vas avoir en face de toi, tu vas l'intellectualiser. Oui, alors qu'un film, peut-être niais ce que je vais dire, mais ça doit se ressentir, pas s'intellectualiser. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a... Moi, des fois, je n'arrive pas à voir un film et à avoir une première impression. Parce qu'avant, déjà, de le voir, j'ai réfléchi à ce film, donc forcément, j'ai rien d'instinctif. Des fois, tu as des pensées, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir déjà ma critique préparée. Alors que le film arrive, genre Avatar, pour moi c'était le film de l'année avant même que je le vois. Et puis bon, finalement non. Mais j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à ça. Mais c'est vrai qu'il y a à l'accepter au fond de moi. Enfin, bon, ce n'est pas le cas ou pas objectivement. Mais encore une fois, objectivement. Du coup, on est un petit peu dans cette espèce de conflit objectif-subjectif. Ça, c'est un autre problème aussi de la vie générale. On vit dans une société. We live in a society. Non, mais on vit à une époque où vraiment tout le monde donne son avis. Bon, on est mal placé pour le dire. Olivier, toi, dis-moi, est-ce que tu vois une différence notable entre ce qui pouvait t'émerveiller quand tu étais jeune et ce qui t'émerveille aujourd'hui? Je veux dire, je pense que maintenant que ton regard a changé, est-ce que ce qui faisait que tu étais émerveillé devant un film a changé aussi? Légèrement, je pense que c'est cyclique. Dans la mesure où, au début, je me rappelle, je pense que les deux films qui m'ont le plus émerveillé quand j'étais petit, non, il y en avait trois. Il y avait Andrei Rublev, il y avait King Kong, et il y avait La Strada de Fellini. Il y a un moment, tu rentres dans l'école de cinéma, tu deviens beaucoup plus analytique, et là c'est différent parce que tu sors du film. Mais il y a un moment, je pense que lorsque tu intègres vraiment cette sorte de manière de penser et que ça devient, on va dire, instinctif, là, ça te permet d'avoir l'instinctivité de l'émerveillement. L'instinctivité de l'émerveillement. Dans le sens où l'émerveillement, ça vient de quelque chose qui est par-delà de la propre raison. Tu n'es pas en train de simplement réfléchir. C'est pas on va dire, le logos qui permet d'être émerveillé. C'est vraiment une impression qui est plus fort que toi.
Il y a un youtubeur que j'adore qui s'appelle La Séance de Marty, qui a une expression qu'il a dit dans une de ses vidéos que je trouve très belle. C'est qu'il dit, lui, c'est quand le film est touché par la grâce. Yes. Bon, il y a un sous-texte très religieux dans cette religieux. dimension-là, mais en même temps, il y a un peu un truc comme ça, presque spirituel dans l'émerveillement. Ah, totalement. Dans ce truc de, je suis face à quelque chose où tout d'un coup, il y a mon corps qui réagit. Mon corps me dit là ce que je vois. Je suis face à un symbole qui vient me parler à mes tripes. Il y a Spike Lee qui avait dit If you want to be a filmmaker, you have to bend the knee to the church of cinema. Ça veut dire qu'il faut plier le genou devant l'église du cinéma. Et non, il y a le genou. Yes. Non, il y a absolument quelque chose de quasi religieux dans la mesure où tu as l'impression d'être dans une expérience qui est transcendante. Et on a envie surtout de le partager. C'est la raison pour laquelle tellement on a envie que d'autres personnes ont la même expérience que nous. Ah ouais, en tout cas, si je peux rebondir là-dessus, c'est que ça reste une passion au sens autant biblique que littéral du terme. Enfin, je sais pas comment dire autrement, mais enfin, moi, dans ma tête, ça va peut-être paraître un peu pompeux dit comme ça, mais j'imagine pas une vie sans cinéma, quoi. En tout cas, dans ma vie. Donc, je me dis comment les gens font. Les gens, les gens qui n'ont aucun intérêt pour les films, je parle même pas d'être cinéphile, tu vois, juste de regarder des films, je sais pas, 3 fois dans l'année s'il faut, mais des gens sans cinéma, je sais pas comment ils font justement pour s'émerveiller. Après, il y a des gens qui s'émerveillent dans d'autres médiums, hein, que ça soit dans la bande dessinée, dans la littérature, dans le voyage, dans plein d'autres choses. Mais comme moi, mon médium, c'est vraiment le cinéma, je me dis comment les gens font, quoi. Qu'est-ce qui t'émerveille dans le cinéma? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui va trigger provoquer cette... Je sais pas, en fait c'est Bertrand Tavernier qui dit ça, qui dit qu'il peut pas passer une journée sans voir un film et qu'il a besoin d'être tout le temps surpris et de découvrir tout le temps de nouvelles choses. Et ça permet le voyage, ça permet le rire, les larmes, en fait ça permet de vivre une autre vie, le temps d'un film. Et ça peut aussi fonctionner avec la littérature, hein. Je ne me limite pas du tout au cinéma, mais tu peux t'émerveiller devant une histoire, un polar, une musique, une chanson. Devant une musique, mais bien sûr, mais ça marche avec tout. Ça marche avec l'art en général. Mais quand je dis une vie sans cinéma, je parle d'une vie sans art, finalement. Sans de manière très générale. Et donc le vrai monde, en fait, n'est pas suffisant. Oui, en tout cas, pour moi, le monde n'est pas suffisant. C'est quelque chose qui me fascine. J'étais en train d'avoir une conversation par rapport à ça avec une amie. Mais il y a un énorme paradoxe dans le cinéma, dans la mesure où il y a un côté nihiliste à vouloir l'émerveillement. Dans la mesure... Une injonction à l'émerveillement, en fait. Oui, dans la mesure où on rejette, on va dire, le réel. Le réel, exactement, pour atteindre un sorte de quelque chose, peut-être pas de méta, mais on va dire une théorie, oui, quelque chose d'au-delà. Je sais, je pars très très loin. Non, moi je trouve que c'est particulièrement juste. Mais il y a un paradoxe, dans la mesure où certes, il y a un nihilisme où on rejette le vrai monde parce qu'on a besoin d'aller dans cet émerveillement. De trouver une œuvre, et en fait les vraies belles œuvres ne sont pas réalistes du tout. Même ceux qui sont très convaincants et qui disent les choses qui sont véritables. Bon, il y a des exceptions, genre peut-être Chantal Akerman, peut-être Bellatar, mais typiquement, les œuvres sont tellement, n'ont pas le côté, on va dire, parfois, on va dire, pour être honnête, vide et random de la vraie vie. Tout est calculé comme une mosaïque pour faire quelque chose qui est extraordinaire. Et ça, paradoxalement, permet de mieux comprendre la réalité. Et donc, même si on rejette la réalité, moi, j'ai l'impression que, en fait, ça ne vient pas du fait qu'on n'aime pas la réalité, c'est qu'on l'aime énormément, mais que notre propre expérience empirique n'est pas assez. Exactement. C'est j'ai l'impression que tu n'es pas entièrement d'accord. Non, je suis d'accord sur la fin, mais pas sur le début. Je crois, sans me tromper, personnellement, que les films qui m'ont le plus émerveillé, c'est les films qui racontaient une histoire tellement simple, mais en mettant en lumière des choses qu'on vit au quotidien, Bien sûr. Mais voilà, c'est ça. Mais pour moi, du coup, comment dire, un film, ça peut te montrer. On n'a pas besoin. Au contraire, ça nous raccroche à la réalité, moi, je trouve, un film. Parce que quand je regarde bah voilà. Mais... Non, je suis totalement d'accord. En fait, là, ma contradiction, je me suis contredit moi-même, mais c'est exprès. It is. Je disais, ça peut paraître nihiliste. Il y a une sorte de nihilisme là-dedans. Et après, j'ai expliqué. Ce que tu voulais dire, c'était qu'il y a un nihilisme dans le fait de vouloir se plonger dans un univers de fiction et du coup de se détacher de la réalité et du coup de préférer la fiction à la réalité. Justement, c'est ça qu'il y a de nihiliste, du coup de rejeter le réel. Et
Ce que Right. là, pour le coup, Je suis parfaitement d'accord avec Céline. Céline, c'est Ouais. que justement, c'est peut-être justement, avec ce que tu disais sur la fin aussi, Yes. en apprenant de ce Absolument. qu'on voit, de cette fiction-là, qu'on peut encore mieux encaisser le réel. La- et, la finalement oui. mieux vivre le réel. La simplicité, c'est pour moi, c'est le plus puissant. C'est ça, Il y a- Céline On est je dirais d'accord. que- Oui. ouais, ouais. Ah oui, je suis complètement d'accord, du coup, ouais. Je voulais juste rebondir un petit peu sur Yes. ce que tu disais. Moi, j'ai une réflexion aussi que je me faisais par rapport à ça. J'avais l'impression que être au cinéma, ce que ça m'apprend en général, c'est vraiment à prendre du recul sur la vie en général. C'est-à-dire que quand tu es au cinéma, en tant que spectateur, tu es face à une action, à une situation qui t'est présentée, qui est clairement une expérience. Le cinéma, c'est vraiment et si il se passait ça. Et là, tu vois ça. Et toi, en tant que spectateur, tu es actif dans ça. Tu n'es pas passif. Tu es là, tu regardes et tu as la possibilité de prendre du recul par rapport aux choses, de choisir qui tu as envie de suivre, de choisir qui tu as envie de voir. Et c'est là où le rôle du réalisateur est vraiment important. Gaspard Noé. Voilà, exactement, Gaspard Noé. D'aller aussi voir aussi, de diversifier les points de vue, d'aller voir aussi, de multiplier les choses. Ce que je veux dire, c'est que ça nous aide à vivre. Et ça nous aide à regarder encore le réel avec plus d'attention. Parce qu'en effet, des réalisateurs qui arrivent avec beaucoup de simplicité à nous montrer la beauté simple, formelle et merveilleuse, et s'émerveiller de la vie dans ce qu'il y a de plus simple. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles on a aussi cette envie de ramener des gens dans notre petit cercle de cinéphiles pour leur montrer à regarder des films, c'est justement apprendre à regarder la vie avec ce recul-là, à pouvoir regarder la vie quelque chose de plus haut, de plus général, où tu peux comprendre qu'il y a une multiplicité de points de vue, une multiplicité d'émerveillements, de choses de différentes façons, et que plus tu vois de films, plus tu as un regard qui s'élargit, qui s'agrandit sur le monde en général. C'est donc la fin pour ce premier épisode de Interséance. On a beaucoup parlé, on a explosé le chronomètre, on a explosé l'heure, ça devait durer 2 heures. Je vois Gauvin là-bas qui me regarde avec des yeux à moitié fatigués, à moitié j'en ai marre, casse-toi de chez moi. Notre super enregistreur, je demande un tonnerre d'applaudissements pour Gauvin. Merci d'avoir Merci, tenu Gauvin. cette heure. Merci, Gauvin. Pour Merci. ce petit moment-là. Et on se retrouvera sûrement dans un mois et des nouvelles vont arriver par rapport à Pratea, des nouvelles vont arriver en général sur les réseaux. Allez sur notre Facebook, pardon. Allez sur notre Instagram, allez sur le site internet qui va être créé, allez sur écoutez-nous sur les plateformes audio. Du nouveau arrive bientôt, on va essayer de tenir ce rythme-là une fois par mois. Dites-nous si ça vous a plu, envoyez des commentaires, des likes, on adore ça. Et à la prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir Nina. Au revoir Maxime. Au revoir Céline. Au revoir, Maxime. Axel, au revoir. Je peux pas. Reste avec moi. Ok. Ouais. Allez, passe une bonne journée. C'est cool. Allez, au revoir Axel. Et Olivier. Bye. Qu'on s'en aille. Yes. C'était cool. Ciao, ciao. très Merci. Bye. C'était très cool. Allez, bye, c'est fini.